Ok. Alors, partie numéro 7. On va parler énergologie, phénoménologie. D'accord? Je vais légèrement revenir sur ces deux notions qui me paraissent un peu importantes et sur lesquelles j'avais essayé d'offrir une définition dans la partie 3, mais dans lequel j'étais pas forcément insatisfait, mais dans lequel on va quand même essayer de revenir un peu. D'accord? Car pourquoi est-ce que Kojève nous parle de logique, ou de logie d'ailleurs? Euh, Pourquoi est-ce qu'en fait il ajoute ce suffixe précisément? Et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on s'en débarrasserait pas? Alors, parce que dans ce que nous dit Kojève, il y a en fait au-delà de l'aspect onto-énergo-phénoménaux, au-delà en fait de cette partie logie, eh bien cette partie logie, on peut la remplacer par un autre suffixe qui est la graphie ou la métrie. Deux autres suffixes qui peuvent s'ajouter. Et qui peuvent en fait du coup remplacer ontologie, énergologie, phénoménologie et nous donner une énergographie, une énergométrie ou une phénoménographie, une phénoménométrie. Pour Kojève, le fait de passer de la logie à la graphie ou la métrie, c'est en fait une dégénérescence. Mais du coup, ça veut dire quoi en fait? C'est quoi la différence entre logie et graphie et métrie? Eh bien, si on prend par exemple l'ontométrie, eh bien, la maîtrise nous signifie alors qu'en fait, notre discours, dont la nature était définie par le suffixe, devient un discours de mesure. C'est-à-dire qu'en fait, notre ontométrie est une mesure de l'être donné. Elle devient donc système mathématique. Mais elle ne possédera plus alors de discours qui parle de lui-même, qui est en fait la caractéristique fondamentale de la logie. Ainsi, l'énergométrie devient en fait une sorte de physique. Elle devient même physique en réalité. Et de la même manière, phénoménographie devient en fait une biologie. Et donc, l'énergologie, l'ontologie et la phénoménologie ont comme caractéristique essentielle d'être des discours qui parlent d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que c'est difficile à définir. Ainsi, si on prend l'énergométrie et qu'on nous dit qu'en fait c'est la physique, autrement dit, c'est des notions comme la gravité, comme les atomes, et en fait c'est la mesure de la gravité, ok, la force de la gravité, tatati tatata, eh bien peut-être que ça peut nous permettre de mieux comprendre à quoi elles correspondent, à quoi correspond en tout cas l'énergologie. Car quand je parle du discours sur ce que doit être la réalité objective, pour qu'on dise de cette réalité qu'elle existe, et en fait, quand on nous parle de l'énergométrie, qu'on nous parle de la gravité, on comprend que la gravité, c'est un élément qui n'est pas de l'ordre de l'existence empirique, c'est-à-dire que vous n'observez pas la gravité telle qu'elle, en tant que telle, comme force existante. Par contre, vous observez empiriquement les conséquences de la gravité. Quand vous faites tomber une pomme. Quand vous faites tomber une pomme, vous ne voyez pas la gravité, mais vous voyez les conséquences de la réalité objective qu'est la gravité. Et donc l'énergologie, c'est ça. C'est un discours sur ce que doit être la réalité objective. Et donc, sur en fait les lois auxquelles obéissent l'existence empirique, c'est-à-dire la partie du discours qui s'attribue à la phénoménologie. Ok, ça c'est un point important. Et c'est pour ça que du coup la phénoménologie dégénère en phénoménographie pour la biologie, car alors elle part sur une observation de l'existence empirique. Quand on parle de biologie, cette fois-ci on ne parle plus de loi de la nature, on parle de ce qu'on observe au sein de la nature.
le comportement des animaux, il n'est pas expliqué d'un point de vue réalité de la réalité objective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi inobservable, mais en fait, on observe les comportements, les actions, les interactions, et ensuite, en effet, on peut obtenir, à partir de l'existence empirique, des réflexions, des déductions qui nous permettent d'obtenir l'énergologie, mais l'observation de l'existence empirique ne donne pas spécifiquement un discours énergologique. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on voit la pomme tomber qu'on obtient un discours sur la gravité. Voilà. Ok. C'est d'ailleurs pour ça que les atomes de Démocrite sont finalement le premier discours énergologique. Parce que les atomes, on ne les a jamais vus, on ne les voit pas, on n'est pas capable de les observer, ou tout du moins Démocrite, lui, quand il a eu un discours dessus, il n'en a pas été capable. Mais pourtant, c'était un discours qui permettait d'expliquer les phénomènes, c'est-à-dire l'existence empirique. Mais de l'expliquer sans pour autant que ces éléments-là puissent s'observer. Ok. Donc, du coup, énergo et phénoménaux chez Platon et chez Aristote. Alors, on va commencer par l'énergologie. Chez Platon. Ok. Alors, donc j'avais dit que l'énergologie se réduisait, enfin, là je suis en train de lire, excusez-moi, mais que l'énergologie s'assimilait à une idéologie chez Platon. D'accord? Idéologie pas dans le sens commun du terme, mais dans le sens un discours appliqué aux idées. D'accord? Donc la théorie des idées et des formes de chez Platon. Ok, alors on va lire ce que nous dit Kojève à ce sujet. Chez Platon, l'énergologie se réduit à une idéologie utopique, par définition contradictoire dans les termes, vu qu'elle prétend parler de l'éternel qui n'est pas spatial. Ok, donc utopique en dehors de l'espace. La réalité objective, loin d'être une interaction, est censée être repos absolu, dont le mouvement n'est qu'une privation, qui laisse les idées soi-disant objectivement réelles, d'ailleurs, atomiques, dans l'isolement absolu les unes des autres, qui est tout autre chose que l'opposition irréductible entre les éléments constitutifs non structurés de la réalité. Bon, ok, ça on laisse de côté, petite parenthèse. Ok, donc les idées n'ont aucune interaction entre elles au sein de l'espace idéal. D'accord. Et en fait, elles se retrouvent, et donc la réalité objective se retrouve être un repos absolu. Il n'y a en fait aucune interaction au sein de la réalité objective pour Platon. À dire vrai, il n'y a pas non plus d'interaction véritable, ni donc de réalité objective proprement dite dans l'Ouranos aristotélien. Ok, alors donc là il part sur du coup la partie aristotélienne. Mais donc du coup, chez Platon, les idées étant en dehors de l'espace et du temps, et bah, du coup, il n'y a pas d'interaction, en fait. Il n'y a pas d'interaction entre elles. Et donc, du coup, bah, il n'y a pas de... Il n'y a pas, en fait, de... Comment dirais-je? Il ne s'agit pas tant de dire qu'il n'y a pas de loi qui en découle, mais encore que si. Hein. En fait, il n'y a qu'un repos absolu. Vous voyez? C'est-à-dire que, typiquement, la fusion ou la fission, comme ce qu'on pourrait avoir avec des atomes, alors cette fois-ci, c'est plus les atomes némochrétiens, hein, j'utilise le terme atome au sens un peu plus moderne, donc les interactions qu'il peut y avoir entre les atomes qu'on pouvait penser un et indivisibles, n'ont pas lieu d'être ici, chez les idées de Platon. Il y a donc un repos absolu. Rien ne se produit, rien ne se passe, étant donné que nous sommes en dehors du temps et de l'espace. Ok, donc pour Aristote, d'après Kojève, alors du coup, il n'y aurait pas non plus d'interaction véritable. À dire vrai, il n'y a pas non plus d'interaction véritable, ni donc de réalité objective proprement dite dans l'Ouranos aristotélien, qui remplace le cosmos noétos. Alors le cosmos noétos, je vous rappelle, mais c'est
Alors, du coup, c'est pas vraiment un espace, mais c'est l'univers où se trouvent les idées de Platon. C'est l'espace idéal de Platon. Et l'on est ainsi encore loin du monde objectivement réel de Kant, qui est aussi celui de la physique newtonienne. Ok. Alors ça, c'est intéressant d'ailleurs, cette petite parenthèse, parce que si Démocrite a été le physicien qui a permis Platon, enfin Socrate, Platon et Aristote, par l'avènement justement d'une réalité objective qui n'appartient pas à l'existence, ou en tout cas qui n'est pas observable au sein de l'existence empirique, et qui donc permet d'avoir un troisième discours, une troisième partie au sein de nos systèmes de savoir. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a un lien entre Kant et Newton. Autrement dit, Newton, ce serait un peu notre Démocrite des Lumières. Bon. Et en effet, au vu de l'influence de la découverte de la gravité et de la loi de la gravitation sur justement les philosophies, autant celle de Leibniz que celle de Kant, autant d'ailleurs en termes d'influence, mais de contradiction aussi. Hein. Et même d'ailleurs Newton lui-même, alors du coup, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai parlé de Newton en tant que philosophe au tout début, c'est que lui-même a eu une pensée, alors peut-être pas philosophique. On va y revenir d'ailleurs, on y reviendra plus tard dans la troisième partie. Troisième partie dans le sens, le troisième bouquin de Kojève sur du coup son histoire de la philosophie. Ok, donc fermeture de la parenthèse, excusez-moi. Et l'on est ainsi encore loin du monde objectivement réel de Kant, où tout se réduit à l'opposition irréductible des éléments constitutifs positifs et négatifs, dans une interaction où l'action est d'ailleurs égale à la réaction. Ok. Pourtant, ici encore, l'étiologie astrologique d'Aristote est à mi-chemin entre l'idéologie de Platon et l'énergologie authentique. Car en fait, et pour nous, l'Ouranos aristotélien, où se meuvent dans un temps cyclique les astres spatiaux, est plus proche de l'espace-temps objectivement réel dont parle l'énergologie kantienne. Blablabla, en disant que tout y est énergie ou interaction, que le cosmos noétos platonicien, censé être constitué par une pluralité qualitative ou non spatiale d'idées atomiques, absolument isolées les unes des autres, dans leur repos parfait. Ok. Donc, ici, au lieu de dire, comme Platon, que tout est au repos, qu'en fait il n'y a plus aucun mouvement, etc., qu'il n'y a pas de spatialité et de temporalité, ici chez Aristote, on nous dit au contraire que tout y est énergie ou interaction. D'une manière générale, Aristote reconnaît que si la simple puissance, c'est-à-dire ce qui est en puissance A et non A, donc on revient justement sur ce que j'ai dit à propos du tiers exclu, et de la conséquence de l'idée en puissance, existe empiriquement, seul l'acte est objectivement réel. On peut donc dire que pour Aristote, comme pour Kant, la réalité objective est essentiellement une action. Mais si pour Kant, cette action est une interaction entre des éléments constitutifs privés de structure propre, elle est, chez Aristote, l'activité des essences structurées qui s'actualisent par elles en tant que monade phénoménale qui existe empiriquement dans la durée étendue. En d'autres termes, la soi-disant énergologie d'Aristote n'est en fait et pour nous qu'une étiologie, d'ailleurs astrologique, où l'acte n'est qu'une cause biologique qui se reproduit cycliquement, elle-même en tant qu'effet, sans qu'il y ait une véritable interaction de ces effets astraux ou de ces causes astrales. Ok, alors, grosse partie, très confuse. Enfin, confuse, lourde, riche en infos. En gros, donc, si chez Platon, en fait, c'est assez simple, il n'y a pas d'interaction. Chez Aristote, le problème, c'est que notre interaction se révèle en fait cyclique. Donc, autrement dit, il n'y a pas vraiment d'interaction, étant donné que cause et effet ne se distinguent plus à cause justement de ce caractère cyclique. Et donc l'interaction n'est plus vraiment interaction. C'est ce qui est dit à la toute fin. En d'autres termes,
La soi-disant énergologie d'Aristote n'est en fait et pour nous qu'une étiologie, où l'acte n'est qu'une cause qui se reproduit cycliquement, elle-même en tant qu'effet. Donc la cause devient l'effet et l'effet devient la cause, sans qu'il y ait une véritable interaction de ces effets ou de ces causes. Voilà. Autrement dit, si chez Kant, il y a une interaction cause-effet, et qu'on peut étudier cette action, ses causes, ses effets, chez Aristote, étant donné qu'en fait, bam, caractère cyclique, on revient, l'action perd, l'acte perd en fait son caractère interaction. Et donc, autrement dit, en fait, c'est ce qu'on dit justement par l'aspect réversible du temps cyclique chez Aristote. L'acte n'est qu'une cause qui se reproduit cycliquement elle-même en tant qu'effet, sans qu'il y ait une véritable interaction de ses effets ou de ses causes. Ok. Alors, il y a un petit passage sur la phénoménologie, mais je pense qu'on va la laisser de côté. Ouais, non. Ok. Non, on va pas continuer cette partie-là. On va rester sur justement cette interaction qui n'en est pas vraiment une, qui se révèle finalement n'être qu'un retour en arrière entre cause et effet. Mais qui du coup est une amélioration, il y a une forme de progrès, parce que là ici, il y a bien une action entre un moteur, entre une cause, pardon, et un effet. Là où il n'y a qu'un repos absolu chez Platon. Ok. Alors, on passe à la partie phénoménologique. Et on aura fini d'étudier, du coup, ou du moins d'essayer de résumer cette partie 2 sur Platon et Aristote. Ok. Alors, la phénoménologie. Donc, si les éléments valables de la phénoménologie de Platon se réduisent à la seule ébauche d'une cosmologie, tandis que la phénoménologie d'Aristote se réduit à une biologie d'ailleurs très poussée, aucune des deux ne comporte une anthropologie proprement dite, qui rendrait compte du fait que l'homme parle et qu'il est le seul à pouvoir parler. Bon, ok, d'accord. Ça, c'est l'anthropologie, du coup. Spoiler, ce sera la phénoménologie kantienne ou hegelienne. Ici, il ne le précise pas, mais j'imagine que oui, et l'anthropologie hegelienne est bouchée par Kant. Bah, de toute façon, ça se résume un peu aux deux. Donc du coup, pour Kojève, la forme aboutie de la phénoménologie, c'est une anthropologie, semble-t-il. Ok, alors attention. Ok, on va un peu avancer sur le chapitre, on va venir ici. Chez Platon, le en agathon théos, donc du coup le dieu, l'absolu, n'est d'une manière générale ni A ni non A, sans jamais être nulle part A et non A. Ok, ce qui est logique, donc il est ni A ni non A, et en même temps il ne sera sans jamais être nulle part A et non A en même temps. En particulier, il n'est ni essence ni sens, sans jamais être sens et essence. Ok. Bon, ce qui paraît logique, hein, parce que si on est ni A ni non A, ça paraît très difficile. C'est impossible, en fait, si on se base du coup dans une pensée rationnelle, d'être du coup les deux. À dire vrai, le théos, là où par contre, du coup, avec la notion d'impuissance d'Aristote, on peut se permettre ce genre de petite phrase. À dire vrai, le théos n'est donc même pas nous
silencieux et certainement pas physis essentiel ou logos discursif. Ok, donc il n'est même pas silence, il n'est même pas essence, il n'est même pas discours. C'est dire que le théos platonicien, alors il met entre parenthèses parménidien parce que les deux ne se retrouvent, ne s'incarne jamais nulle part, car si les idées participent à l'un, celui-ci ne se réalise pas objectivement dans et par elle, tout au plus peut-on dire que le cosmos noétos, donc l'espace des idées, imite l'un. Et oui, du coup on voit bien que les idées en fait reprennent la forme de l'un, et donc du coup sont tout aussi ineffables que l'un. Hein. Et l'un, du coup, Dieu, théos, voilà, l'absolu, l'être donné. De même, les idées ne s'incarnent pas dans le cosmos eistétos. Donc, cosmos eistétos, c'est le contraire du cosmos noétos, donc c'est l'espace de l'existence. C'est le monde dans lequel nous vivons. D'accord ? Autrement dit, c'est l'espace qui est étudié par la phénoménologie. Celui-ci se contentant d'y participer en les imitant. Or, si l'on ne voit pas très bien ce qu'est, chez pour Platon, la physis, essence d'un phénomène, c'est-à-dire ce phénomène dans la mesure où il imite l'idée, en y participant, qui participe à l'un en l'imitant, on sait que le discours qui participe à l'un ou qui l'imite se réduit lui-même au silence. Autrement dit, dans la mesure où le théos s'incarne en quelque sorte dans l'homme ou se révèle à lui, il le fait en tant que silence et non comme discours. Or, par définition, le logos est le nous, incarné. Pris en lui-même, le théos n'est donc pas plus logos. Ainsi, le théos platonicien n'est jamais logos nulle part, ni d'ailleurs physis ou essence, et c'est pourquoi il n'est même pas nous proprement dit, mais seulement n ou théos tout court, que l'on peut appeler, si l'on veut, agathon, sans pouvoir dire ce que c'est en développant cette paramétrie qui n'est en fait qu'un nom propre. Ok, donc, je me fais la réflexion, mais qu'en fait, il ne parle pas tant du discours. Oui, en fait, il ne parle pas tant de la phénoménologie. Je me rends compte. Enfin, si, il l'aborde ici, sur l'aspect cosmologique et sur l'aspect biologique et anthropologique, mais ici, il revient Ah oui, ok, d'accord. Alors, okay, donc, il revient sur l'être donné, sur le théos, sur la divinité, sur le divin. Et ici, ce qu'il nous dit, c'est que du coup, chez Platon, finalement, tout cela ne revient qu'à un nom propre. C'est-à-dire qu'on ne peut que nommer. Ok. Mais oui, ok, d'accord. Pardon, ok. Alors on va... Et donc en fait, oui, ok, d'accord, pardon. D'accord. Excusez-moi. Donc, autrement dit, les phénomènes, d'après, du coup, tout ce petit laïus ici présent, les phénomènes ne sont en fait qu'imitations des idées qui elles-mêmes participent à l'un, mais sur lequel en fait il n'y a rien à dire car il est ineffable, et que s'il communique, c'est par le silence, et non pas par le logos, c'est-à-dire par le discours. Donc autrement dit, en fait, de Platon, de la phénoménologie de Platon, seule la révélation silencieuse de l'un nous permet d'avoir un discours, mais en fait le problème c'est que de tout cela, en fait, on ne peut finalement rien en dire.
Mais voilà, mais en fait, et donc c'est ce qu'il dit aussi ici. Or, si l'on ne voit pas très bien ce qu'est, chez et pour Platon, la physis, essence d'un phénomène, c'est-à-dire ce phénomène dans la mesure où il limite l'idée, en y participant, qui participe à l'un en l'imitant, on sait que le discours qui participe à l'un ou qui l'imite se réduit lui-même au silence. Et donc en fait, la phénoménologie de Platon se réduit littéralement au silence, c'est-à-dire que là où on avait un repos absolu, un Dieu en dehors du temps et de l'espace, là, ici en fait c'est carrément une phénoménologie qui ne dit rien, quoi. Qui ne dit rien, étant donné que les phénomènes imitent les idées sur lesquelles on ne peut déjà rien dire, car littéralement, elles se retrouvent aussi à participer à l'un, dont on ne peut rien dire. Donc en fait, tout ça se réduit au silence. Ok, donc ça c'est pour Platon, et sur sa phénoménologie. Alors, par contre, chez Aristote, là on arrive à quelque chose d'intéressant. Alors vous avez... Oui, chez Aristote, on arrive à quelque chose d'intéressant. Chez Aristote, le théos s'incarne dans et par l'Ouranos. Alors du coup, l'Ouranos, le ciel, la surface de la sphère cosmique. On revient à notre ontologie, hein, le fait que Dieu, c'est donc la surface de l'existence, enfin, du cosmos, plutôt, donc la sphère cosmique. Ok, donc, chez Aristote, le théos s'incarne dans et par l'Ouranos, parce que contrairement à Platon, le théos n'est pas en dehors du temps et de l'espace, il n'est que sa surface. Enfin, il est sa surface. Chaque sphère céleste étant ainsi un Christ. Ok, alors pourquoi est-ce que là, soudainement, Kojève nous parle du Christ? Parce que j'ai oublié de mentionner les petites, ici, la petite phrase ici, qui me paraît maintenant importante, je vais vous la lire. On peut le faire voir en traduisant les systèmes philosophiques en cause, en un langage emprunté à la christologie. Et c'est donc pour ça, en fait, que là, soudainement, Kojève repart sur le divin, parce que, en fait, il part de l'idée de, ok, comment est-ce que l'être donné, le théos, le divin, l'absolu, s'incarne dans la phénoménologie, donc dans l'existence empirique. Et donc, chez Platon, il s'incarne pas. Hein. Il n'y a aucune incarnation, étant donné que, en fait, on ne peut rien en dire, tatati tatata, il est ineffable, etc. Ok, pas d'incarnation possible pour Platon. Et donc, on ne peut finalement rien dire de sa phénoménologie. Par contre, chez Aristote, le théos, l'être donné, le divin, l'absolu, il s'incarne dans le ciel. Hein, intéressant ça. Chaque sphère céleste étant ainsi un Christ. Le Christ, que du coup, là, ici, il faut le comprendre comme étant l'incarnation du Logos, l'incarnation de l'absolu, de l'être donné dans l'homme. D'ailleurs, éternel et possédant un corps éthéré, et donc pas un corps de chair humaine, hein, comme le Christ, mais du coup, corps éthéré dans le sens un corps céleste. En tant qu'incarné dans la sphère, le théos est la physis de celle-ci. Donc là, du coup, incarnation dans le ciel. Ok. En tant qu'incarné dans la sphère, le théos est la physis de celle-ci. Ok. Donc physis comme essence. Donc autrement dit, le théos est l'essence de la sphère. Donc ce qui précède la sphère, ce qui permet le sens et l'existence de la sphère. Ok. Mais il ne semble pas qu'il soit de se faire un logos discours, étant donné que oui, malheureusement, la sphère, le ciel, est silencieux. Le ciel ne répond pas à nos prières. Tiens, tiens, tiens. Intéressant ça. Le fait de prier le ciel d'ailleurs. C'est finalement, on parlait du fait, j'avais mentionné auparavant que Platon, Aristote prédestinait peut-être ou prédessinait déjà le conflit foi-raison. Mais là, on retrouve dans ce discours-là le fait que, tiens, chez Aristote, le ciel finalement est le théos. Et que finalement, ceux qui priaient envers le ciel se révèlent finalement plus proches d'Aristote que de Platon. Donc peut-être que cette distinction foi-raison n'est pas aussi prononcée que ce que je le pressentais ou ce que je le laissais deviner
auparavant. Ok, bon, fin de parenthèse. Quoi qu'il en soit, rien n'empêche de dire que le théos lui-même est nous, en ce sens qu'il n'est, en tant que tel, ni sens ni essence, tout en étant physis ou essence. Alors nous, du coup, ici, ce n'est pas à prendre comme première personne du pluriel, hein, mais c'est le nous poétique, le nous... alors, je crois que c'est le nous poétique, mais je ne suis pas encore revenu sur cette notion. On y reviendra peut-être, mais dans une autre partie. Ici, je vais terminer ce développement sur la phénoménologie. Tout en étant physis ou essence, et logos sous sens, point d'interrogation, en tant qu'incarné dans une matière éternelle éthérée. Quant au monde sublunaire, donc en dessous de la Lune, hein, donc soumis à la Lune aussi, sa matière est élémentaire. Aussi bien ne peut-il pas incarner le théos, ni même les physis divines incarnées dans les corps éthérés. Toutefois, les phénomènes sublunaires imitent, comme ils peuvent, les réalités objectives célestes. Autrement dit, les déplacements de planètes, les mouvements des planètes, tout ça, des sphères, imitent les réalités objectives célestes, dans la mesure même où ils y participent en tant qu'effet terrestre des causes astrales. Ils le font d'ailleurs, non pas dans et par leur inc et nunc, donc là, ici et maintenant, individuel, mais en tant qu'espèce ou cycle éternel. Ces espèces sont donc des physis terrestres phénoménales qui imitent les physis célestes objectivement réelles auxquelles elles participent. Celles-ci incarnent le théos. Ok, donc on retrouve le fameux les phénomènes imitent les cycles des sphères qui elles-mêmes imitent, alors pas des sphères, mais on va dire des planètes, même si c'est pas le terme attendu, mais pour vous distinguer justement, imitent en fait la surface, autrement dit le théos, la surface de la sphère cosmique. Autrement dit, le théos incarné. Autrement dit, pardon, excusez-moi, incarne le théos incarné. Autrement dit, si là, on avait un retour, tac, 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 qui nous amenait au silence, et donc on se retrouvait à devoir se taire, ici, c'est pas le cas, parce qu'à la fin, on trouve le ciel. Notre théos est incarné, et donc on peut avoir un propos dessus. Et ce qui nous amène à une phénoménologie, alors du coup une énergologie astrologique, hein, du coup on comprend bien l'importance de l'astrologie ici dans la pensée aristothélienne, parce que sans étude du ciel, plus aucun discours, et donc on comprend du coup pourquoi la phénoménologie d'Aristote est un progrès, parce que là, il y a quelque chose à en dire. Alors attention, est-ce que c'est vraiment vrai, ce que je viens de dire? Alors, ces espèces sont donc des physis terrestres, phénoménales, qui imitent les physis célestes, objectivement réelles, auxquelles elles participent, celles-ci incarnant le théos. Donc c'est ce qu'on a rappelé ici. Or, dans le cas de l'espèce dite humaine, la physis est aussi un logos, donc la physis, comme ce qui nous a été rappelé, c'est l'essence, d'accord? Donc la physis est aussi un logos, discours. Ce logos participe donc au nous, qui est à la fois l'ensemble de l'Uranos et du théos transcosmique, et limite discursivement ce nous non discursif. Ok. Donc, du coup, là, ce discours participe donc au nous, qui est à la fois l'ensemble de l'Uranos et du théos transcosmique. Donc, l'Uranos, le ciel, le théos transcosmique, c'est la surface de la sphère cosmique, qui donc se trouve un peu au-delà du ciel, en fait, et qui est la surface entre le vide et l'existence. Et il imite, donc il se réfère au logos, il imite discursivement ce nous non discursif. Autrement dit,
le discours se révèle à imiter un non-discours. Et c'est donc le caractère contradictoire. Mais là, cette fois-ci, on n'est pas face à un silence. Comme chez Platon. On n'est pas face à une situation où il n'y a plus rien à dire. Mais on est dans une situation où, en fait, il n'y a plus de discours. Ou plutôt, ce qu'on a trouvé n'est pas discursif. Et donc, à nouveau silencieux. Donc, mais il y a progression. Alors, je vais m'arrêter encore là pour parce que là, on atteint une longue partie. On a fait une longue partie. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vais encore faire donc une partie 9 pour les paragraphes suivants. Je vais essayer d'aller très vite là-dessus. D'accord. Donc, il y aura peut-être comment dirais-je, une aparté assez courte qui suivra du coup cette vidéo. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour le moment et on reviendra du coup sur les derniers paragraphes là-dessus. Et puis ensuite, encore un temps de pause avant d'entamer les héritiers d'Aristote et de Platon.